Nous allons débuter ce premier journal d'information en annonçant malheureusement la mort d'un soldat israélien au sud Liban. Il s'agit du sergent-chef Touvael Yosef Lifshitz, 20 ans, de Beth Shean. Touvael était combattant dans le bataillon 13 de la brigade Golani. Il a été tué mardi lors d'un accrochage entre son unité et des terroristes du Hezbollah au sud Liban. Ses obsèques auront lieu aujourd'hui. Que son souvenir soit béni. Vous le savez, dans la nuit de mardi à mercredi, le président américain Donald Trump a annoncé l'instauration d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. Un cessez-le-feu de 15 jours qui inclut les opérations militaires israéliennes contre le régime iranien. La condition sine qua non posée par le président Trump à ce cessez-le-feu, c'est la réouverture totale du détroit d'Ormuz par les Iraniens. Selon le président Trump, ce cessez-le-feu provisoire peut constituer une base pour un accord de cessation des hostilités entre l'Iran et les États-Unis, un accord bilatéral et permanent. Les négociations en vue de cet accord doivent débuter demain à Islamabad, la capitale du Pakistan. C'est effectivement le Pakistan qui a fait office de médiateur principal dans les pourparlers qui ont conduit à ce cessez-le-feu. La délégation américaine aux pourparlers sera conduite par le vice-président américain J.D. Vance. La délégation iranienne sera conduite par le président du Parlement, Kalibaf. Dans l'entourage du président Trump, on affirme que celui-ci n'a pas renoncé à la moindre des conditions qu'il a posées pour la fin de la guerre, et en particulier la neutralisation des 400 kg d'uranium enrichi dont dispose apparemment toujours l'Iran. Les Américains affirment que le président Trump donnera l'ordre de reprendre les combats si les Iraniens s'opposent aux exigences américaines sur ce point. Hier soir, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a déclaré que l'uranium enrichi sera sorti du territoire iranien, soit par la voie diplomatique, soit, a-t-elle dit, par d'autres voies. Du côté israélien, on s'est empressé d'annoncer que l'accord de cessez-le-feu n'incluait pas le front libanais, et le président américain l'a d'ailleurs très vite confirmé. Et justement, sur ce front libanais, Tsahal a lancé hier, quelques heures après l'annonce du cessez-le-feu en Iran, une très vaste opération militaire aérienne contre des centaines de cibles du Hezbollah situées au nord du Litanie et à Beyrouth. Il s'agissait de plus d'une centaine de cibles du mouvement terroriste chiite qui ont été détruites en une dizaine de minutes. Il s'agit de bases militaires, de positions de la force Radwan, la force d'élite du Hezbollah, d'infrastructures terroristes et de bases de lancement de missiles et de drones. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a affirmé qu'il s'agissait là de la plus importante opération israélienne au Liban depuis l'opération des Beepers. Le porte-parole de Tsahal a souligné que le Hezbollah avait déployé ses bases au cœur de la population civile libanaise au Liban et s'en était servi comme bouclier humain. Le chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a affirmé qu'il ne s'agissait là que d'une première étape. Nous allons continuer à frapper le Hezbollah sans relâche, et ce afin de garantir la sécurité des habitants du nord d'Israël. Le Premier ministre libanais a déploré l'opération israélienne et a appelé la communauté internationale à intervenir afin de mettre fin aux frappes israéliennes. À la fin de la fête, le Premier ministre Benyamin Netanyahou a prononcé une allocution à la nation qui a été diffusée sur l'ensemble des chaînes de télévision. Le Premier ministre Netanyahou a présenté le cessez-le-feu comme une trêve provisoire. Il ne s'agit pas d'une fin en soi de la guerre, mais d'une étape sur la voie de la concrétisation de nos objectifs, a-t-il dit. Nous sommes avec le doigt sur la gâchette, prêts à reprendre le combat si nécessaire. Nous atteindrons nos objectifs, que ce soit par la voie diplomatique dans le cadre d'un accord ou par la voie militaire. Pour M. Netanyahou, Israël sort de cette confrontation avec de très importants succès. L'Iran est plus affaibli que jamais, tandis qu'Israël est plus fort que jamais, a dit le Premier ministre, qui a rendu un hommage appuyé à Donald Trump, à son leadership, et qui a affirmé que l'accord avait été conclu en étroite concertation avec le président américain. Quant à l'opposition politique en Israël, elle s'est déchaînée, on peut le dire, contre le Premier ministre. Yair Lapid, le leader de l'opposition, a qualifié l'accord de cessez-le-feu de catastrophe nationale, tandis que Naftali Bennett et Gadi Eisenkot ont accusé Netanyahou d'avoir échoué dans la réalisation des objectifs de la guerre et d'avoir vendu des illusions aux Israéliens. La défense passive, elle, a annoncé hier soir une nette modification des consignes de sécurité pour l'ensemble de la population israélienne, à l'exception de celle des localités frontalières du nord du pays. Dans l'ensemble du pays, cela va être un retour progressif à la normale, en particulier pour les écoliers et lycéens qui vont reprendre dès aujourd'hui, dès ce matin, les cours en présentiel dans les zones vertes, c'est-à-dire dans la plupart des grandes villes comme Jérusalem, Tel Aviv et leurs régions, dans le Sharon et en Judée-Samarie. Les restrictions imposées au début de la guerre ont
été quasiment totalement levés, mais dans les régions qui ont été durement touchées, comme Tel Aviv et sa métropole, les rassemblements ne devront pas dépasser pour l'instant 1000 personnes. Et puis nous terminons ce premier journal d'information avec une page météo. Le temps sera plus chaud dans le centre et le nord du pays avec des pluies éparses dans le sud du pays en cette journée de jeudi. Isrou Chag et de Mimouna pour les originaires du Maroc et on va dire du Maghreb en général, à qui on souhaite bien entendu une bonne fête. Les températures prévues aujourd'hui, 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et Haïfa et sur le littoral et 26 degrés à Eilat. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Avi Pazner. Avi, on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre ce qui s'est passé pendant la fête de Pessah, le dernier jour de Pessah, la décision de Donald Trump d'aller vers un cessez-le-feu et qui engage d'une certaine manière Israël. On voit les réactions très hostiles de l'opposition. Binyamin Netanyahou qui a déclaré d'une certaine manière qu'il y avait une coordination étroite entière avec les États-Unis, mais qui a révisé, on va dire, un peu les objectifs de la guerre. Quelle est votre appréciation, Avi Acho? Eh bien, premièrement, je crois que cette guerre a été un grand succès militaire, il n'y a aucun doute. Je crois que personne n'en doute. Et que cette alliance inédite, de la façon dont elle a été menée entre les États-Unis et Israël, est un succès historique pour Israël. Je ne crois pas que quelqu'un peut démentir cela. Et je crois qu'en moins de 6 semaines, nous et nos amis américains avons détruit peut-être 80% de la machine de guerre iranienne, environ. Et cela, c'est un succès que personne ne peut démentir, même si aujourd'hui, bien sûr, il y a ceux qui sont intéressés à proposer une autre vue de cette opération. Mais je crois que, moi, je laisse parler les faits, n'est-ce pas? Militairement, un énorme succès. Maintenant, diplomatiquement et stratégiquement, il nous reste encore à atteindre tous les objectifs de cette guerre, qui étaient, je le rappelle, premièrement, la disparition ou le remis des 450 kilos d'uranium enrichi qui peuvent servir à construire une bombe atomique en quelques jours, la destruction de l'appareil militaire iranien et en premier lieu les missiles balistiques, et pas seulement les missiles balistiques, mais aussi les usines qui bâtissent ces missiles balistiques. Troisièmement, à essayer d'arrêter tant qu'on peut le programme nucléaire iranien. Alors là, nous avons fait un grand chemin envers ces divers buts, objectifs de la guerre. Il nous reste encore du chemin et c'est précisément pour cela que nous espérons que les négociations qui auront lieu entre les États-Unis et l'Iran parviendront à ce but. Et sinon, Daniel, vous savez que c'est un cessez-le-feu que pour 2 semaines. Les Américains et nous pouvons reprendre les opérations militaires au bout de 2. Effectivement. Alors, pourquoi on a un peu un sentiment de malaise, le sentiment d'un travail inachevé? Vous le dites vous-même, les objectifs n'ont pas été atteints. Et puis, il y a aussi, on va dire, une incertitude, on va dire une sorte d'impasse. Il était clair que l'objectif ou l'un des objectifs de la guerre, c'était de permettre, comme l'avait dit Netanyahou, à la résistance iranienne, aux opposants iraniens, de disposer des moyens pour faire tomber le régime. Il n'en est plus du tout question, même Netanyahou n'en a pas parlé dans sa déclaration. Tout cela, que va-t-il advenir? Est-ce que l'objectif de la chute du régime, il est toujours existant ou pas? Je ne sais pas si vous vous rappelez, Daniel,
mais on avait parlé de ce problème je crois, dans la première semaine, dans une interview que j'avais fait avec vous, où je vous avais dit déjà, alors, ça fait déjà presque 2 mois maintenant, qu'on ne peut pas faire tomber un régime par des bombardements. C'est impossible. Ça ne s'est jamais fait. Et là, déjà, pas tout le monde était d'accord avec moi. Et même si je crois fermement que le régime iranien va tomber, mais pas maintenant, pas maintenant. Il va tomber dans 6 mois, dans un an, peut-être dans 2 ans, quand toutes les pénuries qu'il y a comme résultat de cette guerre, tous les problèmes qu'il va y avoir pour l'Iran vont faire surface. Et là, je n'ai aucun doute que l'opposition va reprendre ses activités. Aucun doute. Et ce régime ne va pas exister dans quelques années. Exactement quand, je ne peux pas vous le dire. Mais je vous répète seulement une chose. Ceux qui croyaient, et je n'en étais pas, qu'on pouvait faire tomber un régime par des bombardements aériens, se trompaient lourdement. Je ne crois pas que Netanyahou pensait cela. Je crois que lui aussi voyait à plus long terme et pas à l'immédiat, mais il aurait fallu le préciser. Et moi, je suis convaincu que nous avons fait les premiers pas maintenant vers la chute du régime iranien dans les mois et les années à venir. Alors, je fais aussi appel, aussi bien entendu, à votre expérience en termes de diplomatie. Donald Trump, c'est quand même, c'est plus qu'une énigme. Il fait monter, on va dire, la tension. Il parle de destruction de la civilisation iranienne il y a même pas 24 heures. Et puis hop, d'un coup, tout ça s'évapore et il dit on va faire un cessez-le-feu. C'est-à-dire, est-ce que d'abord vous ne pensez pas que Donald Trump a perdu, on va dire, de sa crédibilité en faisant ces multiples volte-face et finalement, est-ce que ça n'affecte pas indirectement Israël? Non, écoutez, premièrement, il faut savoir lire Donald Trump. Il est imprévisible. Il peut dire une chose et 5 minutes après. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit à ceux qui me demandaient mon avis, il ne faut pas juger ou essayer de deviner les intentions de Donald Trump d'après ses déclarations. C'est impossible. C'est impossible parce que lui, dès qu'il pense quelque chose, il le met par écrit sur X, Twitter ou sur son réseau social, Truth Social. Il faut juger Donald Trump par ses actes. C'est tout. Et c'est, je crois, ce que fait Netanyahou, qui a une très étroite relation avec Donald Trump et qui connaît Donald Trump peut-être mieux que tous les autres leaders du monde, qui sait comment travailler avec lui en harmonie, malgré ce qui peut apparaître comme des remarques contraires l'une à l'autre dans la même heure ou dans la même journée, parce que je crois que Netanyahou, qui connaît Donald Trump depuis 40 ans, je crois, au moins, sait exactement comment le comprendre, sait parler avec lui et avoir avec lui des accords qui ne sont pas des accords écrits, pas du tout, mais il y a beaucoup de coups de téléphone entre les deux hommes. Ils se parlent sans cesse pendant cette guerre, certainement. Et je crois que Netanyahou a une influence sur Trump et que Trump a une influence sur Netanyahou, qu'ils sont vraiment des amis, ils sont amis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord, on n'est pas toujours d'accord, mais ils savent travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il faut prendre Donald Trump. Il faut regarder ce qu'il fait, regarder ses décisions, et non pas trop regarder ses tweets et ses expressions ou ce qu'il dit ici et là. Et il a l'habitude de dire exactement ce qu'il pense en ce moment, et des fois c'est contradictoire, donc abandonnez tout essai de comprendre ses déclarations, concentrez-vous sur ses actions. Eh bien, merci beaucoup, Avi Pazner, d'avoir accepté de répondre à nos questions à chaud. Donc, après l'annonce de ce cessez-le-feu, on va voir effectivement si ce cessez-le-feu
va tenir le coup. Merci beaucoup, Avi, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daniel. Merci. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Hilda Degani-Schmidt. Hilda, bonjour. Euh, Bonjour. je voudrais, bien entendu, alors je vais vous présenter à nos auditeurs, vous êtes militante iranienne, activiste iranienne et bien entendu opposée au régime actuel. Et vous avez été prix de la laïcité internationale pour de l'année 2023. Et avec vous, je voudrais vraiment avoir votre réaction presque à chaud après l'annonce de ce cessez-le-feu, la suspension, on va dire, des hostilités entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Comment c'est perçu, on va dire, par vous en particulier, et on va dire par l'ensemble des opposants iraniens? Écoute, on a pris l'habitude de regarder les actes et non pas les paroles du président américain. Néanmoins, je vous assure qu'on est sonné parce que ces derniers jours, hein, il y a eu vraiment un crescendo de menaces de la part des États-Unis sur ce régime qui occupe l'Iran. Et la population était vraiment préparée à s'attendait à des frappes très très fortes hier soir. J'ai eu un échange hier soir avec un ami qui me disait il faudra pas s'inquiéter parce que il faut qu'on en passe par là pour en finir avec ce régime. Et ce matin, il me disait, tu sais, c'est éprouvant d'être en permanence dans cette instabilité. On ne sait vraiment pas à quelle sauce on va être mangé et on ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas cette aide et qu'on n'a pas comment dire, cet affaiblissement de l'outil répressif du régime. Alors, les frappes israéliennes ont vraiment beaucoup contribué à ça. Mais, comme vous le savez peut-être, hein, il y a désormais des agents, des proxys, à la fois irakiens, mais aussi afghans, qui sont sur le sol iranien, avec comme seul objectif de mater les éventuelles révoltes. Et donc, les gens comptaient vraiment sur ces frappes-là, quoi qu'il leur en coûte, pour pouvoir affaiblir suffisamment le régime pour qu'ils puissent reprendre en main leur destin et retourner dans la rue et en finir avec ce régime. Et vous êtes en train de nous dire que dans ce contexte, l'opposition iranienne ne va pas descendre dans les rues, ne va pas essayer de reprendre le pouvoir? Je peux pas vous dire ça parce que moi je suis pas leader d'opposition. Je ne sais pas comment l'opposition, comment le leader d'opposition va se comporter. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'à hier en tout cas, euh, nous avions des messages réguliers de la part du commandant du CENTCOM qui expliquait aux Iraniens qu'il ne fallait pas sortir pour l'instant, qu'on leur dirait au moment où il faut sortir, que ce n'était pas encore le moment. Ça, c'était jusqu'hier. À partir de maintenant, si réellement ce cessez-le-feu euh, perdure, évidemment que l'opposition va continuer son travail d'opposition. Mais la répression, sur ces 15 jours au moins, va reprendre de plus dur, à la fois à l'intérieur du pays, mais vous savez que désormais, de manière très très claire et ouverte, le régime menace également les opposants à l'extérieur. C'est arrivé par le passé d'ailleurs qu'il y ait eu des opposants de tuer. Et là, la menace se fait de manière très précise et présente. Je ne pourrais pas vous dire comment se comportera l'organisation de l'opposition, mais on a à un moment où on est sonné. Je ne sais pas comment, par exemple, parce que moi je considère que le sort des Iraniens et le sort des Israéliens est vraiment, nos sorts sont liés. Oui. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette phase-là.
Mais pour l'instant, il faut reprendre son souffle, quoi. Alors, je voudrais vous poser une question, peut-être affûter ma question, c'est-à-dire est-ce que vous faites une distinction dans l'opposition iranienne entre le président Trump qui a ses intérêts, on va dire, et Benjamin Netanyahu, les Israéliens, qui ont leurs intérêts, qui sont pas obligatoirement toujours convergents, mais que parfois, eh bien, par la nécessité de cette relation d'alliés communs, ben, Israël est obligé de se plier à certaines exigences du président américain? Oui, oui, je pense que les Iraniens font parfaitement cette distinction, y compris pendant ces frappes-là. Les Iraniens ont clairement fait la distinction entre ce que faisait Israël et ce que faisaient les États-Unis. Euh, et vraiment, moi, les retours, vous savez que Internet est coupé et que les retours sont très, très difficiles. Néanmoins, j'ai réussi à avoir des contacts assez régulièrement et les retours sont toujours les mêmes en disant c'est incroyable comme Israël connaît, euh, nous connaît et connaît ce régime et sait comment s'y prendre et s'y prend parfaitement bien. À l'inverse, très souvent, euh, même si ils considéraient que bon, ça faisait partie aussi des risques de la guerre et qu'ils étaient prêts à en payer le prix, mais très souvent ils disaient que les Américains n'étaient, n'étaient pas aussi fins dans leur ciblage. Et en effet, les intérêts sont non seulement divergents entre, en tout cas, nous, que ce soit les Iraniens ou les Israéliens, nous devons vivre dans cette région. Et désormais, il y a quelque chose quand même de positif, c'est que les pétromonarchies aussi ont pu voir de quoi était capable ce régime, et j'espère qu'ils seront dans le bon camp désormais. Il y En a, revanche, voilà, vous me disiez, Hilda, je ne sais pas comment on réagit en Israël. Je vais vous citer ce qu'a dit il y a quelques instants sur notre antenne l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Avi Pazner, il disait, on a tendance à oublier assez rapidement le fait que depuis 38 jours, pendant 38 jours, eh bien, les Israéliens et les Américains ont considérablement affaibli le régime. Ils ont considérablement affaibli les infrastructures. Et même si le régime donne l'impression aujourd'hui d'être vainqueur, ça fait partie on va dire, de sa manière d'agir, mais ça ne veut pas dire qu'il est sorti vainqueur. Et il dit, il faut attendre. Il y a 15 jours de cessez-le-feu. Il n'est pas impossible qu'après, il y ait un nouveau round de confrontation. En tout cas, ce qui est clair, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que ce régime est plus que jamais affaibli et quand il joue au gagnant, ce n'est que, euh, si vous voulez, pour sa base endocrinée. Euh, Tout de même, nous avons plusieurs couches de tête de ce régime-là qui sont tombées et ça, c'est clairement quelque chose de très positif. Là où je pense qu'il est extrêmement difficile pour les Iraniens de pouvoir prendre la main à ce stade-là, c'est que le pouvoir répressif, il est toujours très, très présent. Euh, que ça soit, vous savez, pendant ces derniers jours, il y a eu des arrestations sans arrêt. Il y a Oui. eu également des exécutions et surtout, à un moment donné, quand on est face, et moi je vais vous dire, je remets dans cette équation Amérique et Israël d'un côté et le régime iranien de l'autre côté, je mets quand même dans cette équation le reste du monde. À un moment donné, le reste du monde doit aussi prendre sa part, ce qu'il n'a pas fait pendant ces 5 semaines. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est impardonnable. Pour moi, si vous voulez, si les Iraniens euh, pouvaient être sûrs que le reste du monde cesserait de se tenir aux côtés de ce régime-là, ils pourraient espérer qu'avec l'aide des Israéliens seuls, la population puisse y arriver. Mais le problème, c'est que le reste du monde est encore en train de tergiverser, voire en train de dealer avec ce régime. Une dernière question. On a un peu le sentiment que
c'est-à-dire, malgré tout, ce soir, c'est-à-dire, on comprend une forme de déception de la part de l'opposition, mais on a un peu le sentiment d'une démobilisation. Est-ce que c'est un sentiment erroné parce que, c'est-à-dire, c'est difficile à quantifier, de savoir que quand les frappes israéliennes ou américaines cessent et quand l'opposition doit reprendre le pouvoir. Ben, Netanyahou l'a dit depuis le début, nous voulons créer les conditions pour permettre à l'opposition de se soulever. Disons qu'après 38 jours de combat, peut-être ces conditions, elles sont peut-être déjà instaurées. Écoutez, encore une fois, comme je ne suis pas leader de l'opposition, je ne pourrais vous le dire. Ça me semble compliqué. Alors, pas de démobilisation. Vraiment, je vais vous dire, c'est pas possible de se démobiliser parce que c'est une question de vie ou de mort. Vous savez, quand je vous dis que nous avons les mêmes intérêts, pour Israël, la chute de ce régime est un élément existentiel. Et ben, c'est exactement la même chose pour les Iraniens, pour la population iranienne. On a vu justement pendant ces 5 semaines que toutes les ressources de ce pays, toutes les ressources avaient été utilisées pour préparer cette guerre-là. Et on a vu pendant toutes ces années que ça avait été utilisé pour les proxys, etc. Donc les Iraniens n'ont pas d'autre choix que d'être mobilisés et de réussir. En revanche, oui, on vient de se prendre une claque et oui, c'est un moment difficile et non, c'est pas forcément là tout de suite maintenant que les Iraniens vont pouvoir aller dehors parce qu'ils sont encore extrêmement mobilisés, les forces de répression, très très présents sur le terrain, avec une violence inouïe et ils veulent du sang, vous savez. Leur guide suprême est tombé. Ils veulent du sang. Et, et sincèrement, on va passer ces 15 jours-là, ça va être 15 jours de terreur pour la population iranienne. Donc, euh, moi, je ne pense pas que dans ces 15 jours, il puisse se passer un soulèvement en Iran. Après, je veux vous dire, personne n'a le calendrier exact et il Oui. faut Je attendre crois, aussi. je crois qu'il est exact de dire que cette confrontation, elle est dans la durée, elle est probablement pas suffisante en 35 jours ou 38 jours, et qu'elle est dans la durée et que peut-être le moment opportun pour le peuple iranien de se soulever sera peut-être plus tard, pas obligatoirement lorsqu'il y a une forme de vigilance accrue de la part du régime, mais peut-être justement lorsqu'on arrivera à le prendre par surprise, comme on va dire les Israéliens ou les Américains l'ont fait. C'est-à-dire, c'est un combat de longue durée. Je donne mon appréciation, c'est un combat de longue durée et peut-être que l'Occident a perdu l'habitude des combats de longue durée et c'est qu'il faut peut-être d'une certaine manière s'y résoudre lorsqu'on est face à des régimes de ce type. Merci beaucoup Hilda Degani-Schmidt d'avoir Merci à accepté vous. de répondre à nos questions et bonne continuation. Merci infiniment. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Et puis ce matin, la manchette la plus percutante dans la presse israélienne pour résumer le ressenti de nombreux Israéliens après l'annonce du cessez-le-feu, eh bien c'est celle du Israël Hayom qui titre sur sa première page inachevé. Et le sous-titre du Israël Hayom résume également assez fidèlement les derniers développements de cette journée du 7e jour de Pessah, qui a été importante, on va dire presque dramatique pour la guerre. 88 minutes avant la fin de l'ultimatum qu'il avait lancé, le président américain Donald Trump a proclamé un cessez-le-feu de 2 semaines, à condition que l'Iran réouvre totalement le détroit d'Ormuz et cesse ses tirs de missiles. Israël est entré dans ce cessez-le-feu dans une situation complexe, affirme le Israël Hayom. L'uranium enrichi est entre les mains des Iraniens. Ces derniers disposent toujours d'une capacité de tir de missiles et le régime des Mollahs n'est pas tombé. Et Benyamin Netanyahou a déclaré hier « Nous compléterons nos objectifs soit dans le cadre d'un accord, soit en reprenant le combat ». Quant à Yair Lapid, le chef de l'opposition, il a affirmé « Ce cessez-le-feu est une catastrophe nationale ». La manchette du Yediot Aharonot, elle est mitigée ce matin. D'un côté, Afsaka, ce qui signifie en hébreu arrêt, pour le cessez-le-feu d'un côté, bien entendu, arrêt des combats, et de l'autre, feu, Afsakat,
Esh, poursuite des combats et des bombardements israéliens, en particulier au Liban. Le journal reprend en résumé les derniers développements à la suite de l'annonce du cessez-le-feu, mais le journal se focalise plus particulièrement ce matin sur le front libanais, avec les bombardements très massifs d'hier contre des centaines de positions du Hezbollah, afin de montrer que le cessez-le-feu n'inclut pas ce front nord libanais. Et le journal cite un responsable sécuritaire israélien qui a déclaré hier: cette attaque massive de l'armée de l'air est le plus important succès d'Israël sur le Hezbollah depuis l'opération des Beepers. C'est également ce qu'a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz. Tous les journaux et les sites d'information nous montrent ce matin une photo du sergent-chef Tuvael Yosef Lifshitz, 20 ans, de Bet-Shean. Le sergent-chef Lifshitz était un soldat du bataillon 13 de la brigade Golani. Il est tombé mardi au sud-Liban dans un accrochage avec un commando terroriste du Hezbollah. Les 5 autres soldats ont été plus ou moins grièvement blessés lors de ce même accrochage. La famille de Tuvael lui a rendu hommage. Il était à l'image de son nom, que du bien. Il aidait tout le monde et tout le monde savait que Tuvael serait toujours disponible pour les autres. Les nombreux éditorialistes du Israël Hayom commentent ce matin les derniers développements sur l'axe iranien. Il y a de nombreux commentaires. Dani Zaken explique que les Américains ont reçu un message écrit de Mortaba Khamenei en faveur du cessez-le-feu, mais il craint, Dani Zaken, que la conjoncture actuelle ne conduise les Iraniens à prendre le contrôle exclusif du détroit d'Ormuz. Le professeur Avraham Ben-Zvi, qui est l'expert du Israël Hayom pour les relations israélo-américaines, écrit: c'est Donald Trump qui a fait pression et ce sont les Iraniens qui ont cédé les premiers et qui ont accepté les conditions posées par le président américain. Il faudra voir si au cours des prochaines semaines, le président sait exploiter son succès. Yoav Limor, lui, titre: les objectifs de la guerre n'ont pas été atteints. À court terme, la situation sécuritaire d'Israël s'est certes améliorée, mais certainement pas à long terme. Pour Shirit Avitan Cohen, l'annonce du cessez-le-feu marque le début de la campagne électorale en Israël et elle résume la situation ainsi. Les opérations militaires d'Israël depuis le 7 octobre ont modifié radicalement la situation sécuritaire de l'État juif. Est-ce la fin? Seuls les plus cyniques peuvent parler d'euphorie de victoire ou de défaite totale. Même position ou position semblable pour Shahar Kleinman, qui considère que la prochaine confrontation avec l'Iran ou avec les autres obstacles, les autres ennemis israéliens, eh bien cette prochaine confrontation n'est qu'une question de temps. Amnon Lord, lui, reste tout de même optimiste. Les succès militaires sont impressionnants et le moment venu, nous en comprendrons les conséquences. Et celui qui parle de cela comme un échec ne fait que diffuser de la propagande mensongère, selon Amnon Lord. Quant à Benny Sapti, qui est l'expert numéro 1 en Israël du dossier iranien, il est persuadé que les négociations entre Washington et Téhéran n'aboutiront pas et que les Iraniens ne céderont pas sur les conditions que les Américains ont posées. Dans le Yediot Aharonot, on peut également lire de nombreux commentaires ce matin sur ce qui s'est passé au cours des 36 dernières heures au Proche-Orient. Itamar Eichner reconnaît que la guerre a permis à Israël et aux Américains de remporter d'importants succès sur le terrain, mais cela ne dissipe pas, selon lui, le sentiment de ratage ressenti avec l'annonce du cessez-le-feu. Le régime des Mollahs a survécu, Netanyahou est perçu comme celui qui a poussé Trump dans la confrontation. Pour Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du Yediot Aharonot, la guerre a bel et bien amélioré la situation sécuritaire d'Israël. C'est vrai, on aurait pu se comporter différemment avec l'Iran. Ce qui est certain, c'est qu'il y a encore de nombreux défis à relever. Tsahal a compris que dans notre région, il n'y a que 2 situations possibles pour l'armée, soit être en guerre, soit être prêt à entrer en guerre. Quant à Merav Batito, toujours pessimiste, elle critique, le Premier ministre Benyamin Netanyahou, et affirme: le rugissement du lion israélien s'est donc transformé en un grognement. Fin de citation. Et puis ce matin, il y a aussi des commentaires sur la situation du Hezbollah, la situation sur le front nord. Pour Shahar Kleinman, dans le Israël Hayom, le cessez-le-feu place le mouvement chiite dans un piège stratégique. Si le Hezbollah décide de respecter le cessez-le-feu, il devra en assumer les conséquences. Sinon, il se retrouvera seul face à Israël. Quant à Giora Zaltz, il lance un appel à Benyamin Netanyahou: ne renoncez pas à la destruction totale du Hezbollah. Et dans le même éditorial, il pousse un cri de colère face à l'attitude inacceptable du gouvernement envers les habitants du nord d'Israël qui ne reçoivent pas les budgets promis et nécessaires pour continuer à vivre le long de cette frontière dangereuse avec le Liban. Itamar Eichner se demande si l'accord avec l'Iran inclut ou non le Hezbollah. La réponse à cette question se trouve 2 pages plus loin, avec le président Trump qui a affirmé que le Liban n'était pas inclus dans le cessez-le-feu qu'il avait proclamé.
Et enfin, pour terminer ce survol de la presse israélienne par un goût, on va dire, plus doux, les journaux nous montrent ce matin des photos des festivités de la Mimouna un peu partout à travers le pays. Le Yediot Aharonot a choisi de consacrer presque un quart de sa première page à une photo des célébrations de la Mimouna au sein de la famille Assouline de Sderot, avec bien entendu la traditionnelle moufleta. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Alouche. Michel, bonjour. Boker Tov. Bonjour. Et on peut se souhaiter Moadim Nesimcha, puisqu'on est véritablement dans Yisroel Chag. On sort de cette fête de Pessah. On est, on va dire, dans la Mimouna, même si nous n'avons pas tous les deux l'habitude de célébrer la Mimouna selon la tradition, on va dire, marocaine, scrupuleusement préservée par nos amis marocains. Mais on y pense aussi. Mais avec vous, Michel, je voudrais que l'on aborde un sujet important, puisque nous sommes avec la fête de Pessah rentrée dans les 7 semaines qui nous séparent de Shavuot, et pendant ces semaines-là, dans la tradition, en particulier dans le monde séfarade, on a l'habitude de lire les Pirkei Avot chaque Shabbat. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur la publication du livre des Perushim, des commentaires du Rav Adin Steinsaltz sur Pirkei Avot, que vous avez traduit. Je rappelle à nos auditeurs qui ne le savent pas encore que vous avez traduit de nombreux ouvrages en français, de nombreux ouvrages du Rav Adin Steinsaltz, dont ce commentaire sur les Pirkei Avot. C'est sorti l'année dernière. L'année dernière, on n'a pas trop eu le temps d'en parler. On va essayer d'en parler un peu plus avec vous aujourd'hui. D'abord, le Rav Steinsaltz nous a quitté malheureusement il y a quelques années, mais on voit que ces publications continuent à publier des enseignements, de ces enseignements. Quelle est, on va dire, d'une manière générale, quelle est la particularité de l'enseignement du Rav à propos de Pirkei Avot? Alors, oui, il faut que je souligne que Pirkei Avot, c'est effectivement un traité de la Mishnah. Et donc, parmi les nombreux ouvrages qui ont été publiés, non seulement le Talmud, mais il y a aussi tout le complet de la Mishnah dans tous les traités de Mishnah. Et donc, le traité de Pirkei Avot est un traité de Mishnah. Il a été publié chez Koren. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc pris ce traité de la Mishnah tel qu'il est commenté pour toutes les autres Mishnah, mais il y avait aussi un autre ouvrage de Pirkei Avot, des commentaires, qui est un petit peu plus volumineux, et donc j'ai pu intégrer les deux commentaires. Mais cette édition est une édition Koren, dans le format de Koren, et donc c'est dans la pure tradition des ouvrages du Rav Steinsaltz, un petit peu comme le Talmud. Vous avez dans ce commentaire d'abord le texte en hébreu, la traduction littérale et pas seulement. Donc, après la traduction littérale, on prend cette traduction littérale et on la commente, c'est-à-dire que c'est un petit peu pour accompagner la traduction littérale et en faciliter la lecture. Donc, c'est déjà un premier jet. Et puis ensuite, on va plus loin, puisque le Rav Steinsaltz donne des éclairages, donc ce sont des commentaires élargis. Non seulement ça, il peut, dans certains cas, donner le contexte de la Mishnah, que ce soit géographique, que ce soit historique ou autre. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que il y a une petite biographie de chaque sage qui est cité dans la Mishnah. On verra d'ailleurs à la fin de cet ouvrage un index de tous les personnages, donc c'est beaucoup plus facile à tracer et aller à la Mishnah qui va bien pour voir un petit peu qui est ce sage du Talmud dont on parle dans cette Mishnah. Alors, il y a une question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi, c'est-à-dire le Rav Steinsaltz, ça traduit bien entendu l'ensemble du Talmud, dont l'ensemble des Mishnayot, et pourquoi finalement Pirkei Avot n'arrive que maintenant, alors que c'est véritablement l'un des fondements, et on se serait attendu d'une certaine manière que ça soit même presque prioritaire pour le Rav Adin Steinsaltz qui a toujours, à mon humble avis, d'une certaine manière, transmis aussi les enseignements de nos sages comme ceux de Pirkei Avot. Je pense que c'était central dans sa vie et dans ses commentaires. Tout à fait, et nul doute que c'était très important pour lui, et je pense qu'il a mis quelques 10 ans pour ce commentaire, donc à tel point il était important. Sur un plan personnel, malgré toutes les traductions que j'ai faites sur mon initiative,
Et un beau jour, il m'a demandé lui-même de m'atteler à cette tâche. Et c'est vrai que c'est un traité différent des autres. On sait que le traité Avot parle essentiellement des conseils de sagesse sur tous les plans personnels, au niveau de la société, etc. Et on peut dire que c'est un traité qui parle essentiellement de derech eretz, c'est-à-dire de savoir-vivre, de bonne manière, on va dire en quelque sorte. Et ce n'est pas étonnant que ce soit Pirkei Avot qu'on lise tous les Shabbats, comme vous le disiez tout à l'heure, entre Pessah et Shavuot, Shavuot qui est le don de la Torah, parce qu'il n'y a pas mieux pour se préparer au don de la Torah que d'étudier aussi ce qu'est Derech Eretz, comme on le dit, Derech Eretz Kadma la Torah, a précédé la Torah. Alors, il y a un enrichissement particulier, du Rav Adin Steinsaltz que l'on peut noter qui jaillit, on va dire, de ce commentaire du Rav Steinsaltz, quelque chose dire une trame que l'on peut déceler dans ce commentaire par rapport justement à la sagesse des rabbanim. Alors, c'est effectivement un commentaire très riche et en même temps, il nous accompagne dans la lecture de la Mishnah. Il est très riche parce qu'il cite beaucoup de commentateurs, mais sans aucun doute, il y a aussi sa touche personnelle. Je ne peux pas m'empêcher de parler, par exemple, à titre d'exemple, de parler de la première Mishnah, la fameuse Mishnah qui nous dit Moshe Kibel Torah mi Sinaï, Moshe a reçu la Torah de Sinaï, et puis ensuite, la première Mishnah nous parle de toute la transmission de la Torah. Et donc, là, premièrement, il souligne le fait que il y a un double aspect ici. D'un côté, la Torah nous vient de Sinaï. Il faut savoir quelle est l'origine divine de la Torah, mais d'un autre côté, il y a la transmission. Et là-bas, dans son commentaire, il dit que c'est effectivement cela la richesse de la Torah, à savoir que ça vient de Akadosh Baruch Hu, mais dans chaque génération, dit-il, il y a de nouveaux commentaires, de nouveaux commentateurs. C'est d'ailleurs aussi l'introduction qu'il fait à son commentaire de la Bible, puisqu'il signale que le petit-fils de Rachi disait, déjà à son époque, que s'il avait eu le temps, il aurait repris ou refait un nouveau commentaire, parce que dans chaque génération, il y a de nouvelles questions, et c'est à ces questions qu'il faut répondre. Donc c'est le premier aspect de la Mishnah. On voit déjà un petit peu cette soif de Rav Adin, je vais dire, de partager la connaissance. Et puis aussi, dans la fin de cette première Mishnah, quand on parle de former de nombreux disciples, alors là, il parle et il évoque à ce moment-là le débat qui a toujours eu lieu. Est-ce qu'il faut vraiment donner et mettre la Torah à la disposition du plus grand nombre ou bien une petite élite? Ça a toujours été un débat depuis l'époque du Talmud. Et là, il est évident que Rav Adin a tranché et il décide de mettre la connaissance de la Torah, du Talmud, de la Mishnah et de Pirkei Avot à tout le monde. Et il le fait au travers d'un outil d'étude, je vais dire, qui me paraît très original. Alors, je le disais tout à l'heure, ce commentaire est sorti déjà il y a un an. Bien entendu, on se pose la question comment on peut en disposer, où est-ce qu'on peut le trouver et, Alors, voilà, effectivement, comment il a été distribué en France et dans les pays francophones, moi. alors effectivement, en France, j'avais été d'ailleurs l'invité du CEJ il y a un an, donc c'était juste avant Shavuot, où nous avons fait une grande soirée, donc il est bien évidemment disponible en France, mais on vit à l'époque d'Internet aujourd'hui, et donc il suffit d'aller sur le site de Koren en Israël, et on peut le commander par Internet, mais je sais aussi qu'il y a certaines librairies comme la librairie Galia à Jérusalem, ou la librairie de Echal Menachem qui le vendent aussi, et il est possible de se procurer l'exemplaire là-bas aussi. Alors, pour terminer notre entretien, je voudrais peut-être pas vous poser une colle parce que je ne pense pas vous surprendre, mais peut-être essayer de nous livrer un enseignement du Pirkei Avot qui se rapporte à la période très particulière dans laquelle on évolue, cette période dans laquelle on se trouve, le Ham Israël, le peuple d'Israël, on est en pleine guerre, on est passé de la fête de Purim qui nous rappelle bien entendu, on va dire, la nécessité de nous souvenir d'Amalek et
le détruire, à la fête de Pessah avec l'aspiration de liberté, avec, on était hier avec, vous êtes Chabad Lubavitch, avec la Seudat Mashiach dans l'espoir que le Mashiach arrive. Tout cela, quel enseignement nous livre les Pirkei Avot par rapport à une période comme celle-là? Alors, c'est effectivement presque une colle, mais j'ai envie de signaler tout simplement la dernière Mishnah de Pirkei Avot qui nous dit que Akadosh Baruch Hu bara akol lirvodo. Donc tout ce qui se passe, finalement, il y a un but ultime qui est le fait que, comme le dit aussi la dernière Mishnah, qu'on arrivera finalement, alors avec tous les enseignements qui se trouvent dans Pirkei Avot, mais le but ultime, c'est d'arriver à Ve'aya Hashem lemelech al kol haaretz, à voir que finalement on comprenne tout cet enchaînement d'événements qu'on ne comprend pas toujours. On parlait tout à l'heure de Purim. Vraiment, il y a une phrase du Baal Shem Tov, puisque vous le citez, qui a créé cette Seudat Mashiach du dernier jour de Pessah, et qui dit celui qui lit la Megillah à l'envers, c'est-à-dire qui commence par le dernier chapitre, et puis ensuite le premier ou le deuxième, n'est pas quitte de son obligation, mais il l'interprète de la manière suivante. Celui qui lit la Megillah de Purim comme s'il s'agissait d'un événement du passé et ne voit pas que c'est aussi un événement du présent, alors il n'est pas quitte. Et je pense qu'aujourd'hui, nous vivons effectivement des événements extraordinaires où nous nous dirigeons vers cette fin qu'on attend tous. Et j'ai parlé, si je peux juste ajouter quelque chose, une anecdote qui me plaît tellement dans Pirkei Avot. Je parlais du récit des personnages et on se trouve effectivement à un moment où beaucoup de Juifs montent en Israël et parfois ne peuvent même pas retourner chez eux en France. Et il y a une très belle histoire de Rabbi Yonatan Hassan Delar qui avait décidé de partir à Bavel pour étudier la Torah chez les Bnei Betra. Et puis quand il est arrivé à la frontière nord d'Israël, il a commencé à pleurer, à avoir une nostalgie terrible de la terre d'Israël, et il s'est dit non, je ne peux pas partir, je retourne. Et il est revenu chez lui en terre d'Israël. Voilà, c'est effectivement une anecdote de circonstance. Merci beaucoup, Michel Allouche, de nous avoir donné envie de parcourir l'édition en français du Rav Adin Steinzal, le Pérouche, le commentaire du Rav Adin Steinzal sur les Pirkei Avot, qui est sorti effectivement dans le cadre des éditions Koren, en français donc, et que l'on peut se procurer bien entendu en France et en Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuation, Michel. Merci et Shabbat Shalom.